Bonjour Hélène Ducasse, je suis enchantée de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Cécile, bonjour maître. Oui, là on est en dehors d'un cadre professionnel. On va échanger ce matin sur la médiation agile dans le cadre de la semaine de la médiation. On a eu deux autres interviews sur ce sujet-là, la médiation intégrative avec Jean-Édouard Robiaud-Dupont et la médiation transformative avec Olivier Chamberlois. Et là, du coup, avec toi, on va parler de la médiation agile puisque manifestement, c'est ton terrain de jeu depuis un certain nombre d'années. Avant de rentrer dans le sujet, peut-être que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs. Volontiers, moi je suis d'origine savoyarde, je suis né à Morzine, en Haute-Savoie. Je suis marié, père de 6 enfants et de 5 petites filles, grand-père de 5 petites filles. Et j'ai été polytechnicien, haut fonctionnaire, j'ai travaillé dans pas mal de ministères, Premier ministre, etc. Et ensuite, je suis parti à la retraite il y a 5 ans. J'ai créé mon entreprise où je faisais du conseil pour les gouvernements africains. Je suis allé une centaine de fois en Afrique. Entre-temps, j'avais fait une thèse de droit canonique, le droit de la religion catholique. Et j'ai découvert à cette occasion la médiation comme une des sources on pourrait dire, de régulation des conflits. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Et un jour, j'ai rencontré un pasteur protestant qui travaillait sur la médiation dans les communautés, dans les églises protestantes. On s'est rencontrés. J'ai vu qu'il avait toute une expérience des conflits qui m'a beaucoup passionné. Et donc, j'ai fait une formation avec lui sur les conflits pour, je dirais, associer l'aspect pratique à l'aspect théorique. Et donc, c'était un peu la mouvance de la non-violence, de Lanza del Vasto, etc. Ensuite, après avoir fait fort de ces deux expériences, plus la troisième de management, quand je dirigeais des services à droite à gauche, je m'arrivais de diriger 300 personnes. Mon patron m'envoyait pour faire des médiations, pour résoudre des conflits. Enfin, j'avais aucune formation, mais j'étais envoyé en tant que directeur pour aller nettoyer des situations qui étaient conflictuelles. Donc, ça m'était arrivé souvent. Avec ces 3 expériences, de la thèse de droit, de l'expérience sur les conflits, de la formation, sur la maturité émotionnelle, etc. Et de mon expérience de management, je me suis dit, donc j'ai eu le désir d'aller à l'IFOMEN, où je me suis formé dans des sessions de formation continue. Et là, j'ai été très surpris de voir que pratiquement tout ce qu'on nous enseignait venait des États-Unis. Il se trouve que j'ai travaillé là-bas et pour moi, ce n'est pas du tout une terre de médiation. Donc, je leur ai dit, mais pourquoi vous nous enseignez des outils qui viennent d'une terre qui n'est pas une terre de médiation? Pourquoi vous ne nous enseignez pas des outils de la philosophie grecque, des outils de l'Afrique où l'Afrique est vraiment pour moi le continent de la médiation, ou même d'Asie. Et ils m'ont dit, bah, parce qu'on ne connaît pas. Du coup, j'ai dit, bah, moi je connais, je peux éventuellement essayer de transmettre. C'est comme ça que j'ai monté à l'époque les sessions euro-africaines de la médiation et du changement. On a fait 5 colloques à Abidjan et dans plusieurs villes. Et puis petit à petit, après, je me suis formé dans des techniques particulières, donc en process work, en démocratie profonde, en clean language. Je été certifié dans ces différents outils qui sont absolument inconnus des médiateurs, mais qui ont une puissance en matière de régulation des conflits. Donc, je voulais écrire un livre sur le process work et les conflits. Donc, le CIM, le syndicat des médiateurs, a publié des articles, m'ont aidé à les corriger. Et puis après, du coup, en écrivant ça, je me suis dit, mais je n'ai pas un outil, j'en ai 40. Et ça a donné les 4 vents de la médiation, puis la médiation agile. Voilà comment j'en suis arrivé là. Ok, c'est inspirant comme, comme présentation. Alors, par où on peut commencer pour parler de la médiation agile? Dis-moi, quelle pourrait être ma première question? Quelle serait la différence entre les autres types de médiation qui peuvent exister? Parce que alors, si on veut répertorier les types de Oui, médiation, il y en a quand même pas mal. Aujourd'hui, on parle du tout médiation. En tout cas, on a l'impression qu'on y insère beaucoup de choses et que ça devient quelque chose d'assez flou en final. Et on parle de médiation facilitatrice,
de médiation évaluative aussi. C'est Mhm. les deux grands courants de médiation qui existent notamment aux États-Unis avec la médiation transformative. Comment toi, tu présenterais la médiation agile et la différence avec ces autres types? La première chose qui me vient, c'est le monde complexe par rapport au monde compliqué. Je dirais que souvent le droit intervient pour simplifier des problèmes compliqués, arriver avec des situations absolument abracadabrantes. Et vous, les avocats, les juges, arrivez finalement à cerner le problème pour dire la question juridique, elle est là, et ensuite on arrive à quelque chose. Donc, et les conflict resolution à l'américaine sont bien adaptés à ces mondes compliqués où il faut trouver un compromis. Quand on est dans le monde complexe où tout interagit sur tout, où il y a des parties qui ne veulent pas venir en médiation, où il y a des personnes qui sont à un rapport de force complètement déséquilibré, là, j'ai trouvé que les outils de médiation que j'ai pu apprendre étaient assez peu efficaces. Et bien souvent, les gens disent, là, je ne peux pas intervenir. Et donc, je me suis dit, mais d'accord, la médiation classique à la française n'intervient pas, mais dans d'autres pays, ils interviennent, ils ont des outils. Donc, je me suis dit, ben, la médiation agile, je pense, quand on s'est parlé, tes projets sur les avocats m'ont fait rêver. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est la médiation agile? J'ai pensé à l'eau qui est capable d'entrer dans toutes les fissures, d'entrer partout et qui vient irriguer les plantes, qui les fait pousser. J'ai pensé au feu qui arrive à s'infiltrer aussi. Quand on a deux blocs de bois complètement hermétiques et tout, petit à petit, ça les réchauffe et ensemble, ils arrivent à faire une flamme qui vient réchauffer l'atmosphère. Enfin, je pensais à quelque chose qui vient dans ce monde complexe, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop où, mais qui vient créer de la vie. Oui, alors ce que je comprends du coup, c'est si on veut vraiment mettre des choses dans les cases ce que n'est pas la médiation agile au final. Tu comprends bien, on ne peut pas la mettre dans une catégorie et plutôt mettre dans une case puisque, comme tu le dis, c'est l'eau qui s'infiltre. Donc forcément, ça veut dire que tu fais en fonction de la complexité du monde, de la complexité des êtres sûrement tu vas chercher pas mal d'outils qui peuvent comme ça interagir et permettre le mouvement et peut-être circuler et amener une circulation et de la co-construction. Mais si on revient sur ce que les types de catégories de médiation, médiation facilitatrice, on restaure le dialogue, donc on utilise beaucoup la route FUTAC, c'est ce qu'on a comme méthode, la communication non violente, la reformulation, l'écoute active. Donc, on a 2-3 outils de ce que je comprends sur la méthode facilitatrice, si on pouvait catégoriser. La médiation résolution, dont on parle un peu, qui est un peu la médiation à la française. Ce serait, là, on intègre la négociation raisonnée dans la médiation, après avoir restauré la communication, on est là à la co-construction, le médiateur co-construit avec les médiés, avec l'outil de la négociation raisonnée. Et puis, la médiation transformative qui est en rupture complète avec les autres types de médiation où en fait on est non directif, qui rapporte peut-être un petit peu à la médiation agile, c'est-à-dire que c'est par une posture et la non-directivité que les gens ont la possibilité avec des interventions aussi forcément par la présence, par la reformulation, par plein de choses, plein d'autres outils, mais l'empowerment se permet la reprise de possession de soi, s'effectue sans que le médiateur intervienne comme ça pour conduire vers quelque chose, en fait. Donc là, la médiation agile, ce serait quoi? Alors, d'abord, je dirais que c'est le plus simple, c'est ce qui est le mieux adapté. Dans la mesure où on a un cas relativement simple et que les méthodes anglo-saxonnes de conflict resolution vont bien, qu'on a des conflits d'objets, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie, on utilise ça. Si on sent qu'on a des conflits d'identité, que les choses sont plus difficiles, la médiation à la française, ou j'ignore en tout cas avec la route FIOTAC,
on va partir des faits, on arrive à l'accord sous le désaccord, on va travailler sur les sentiments, les besoins. Et donc, elle va parfaitement bien. Mais il y a des cas où ce n'est pas adapté, je pense notamment à tout ce qui est médiation environnementale, où on a beaucoup de... Donc, l'État, l'Union européenne ont donné plein de cadres, mais il y a des gens qui parfois disent « moi, ce cadre, il ne me va pas ». Et donc, on commence la médiation, on a une partie qui est fâchée sur le cadre. Et donc, mon expérience, c'est que dans beaucoup de situations, le cadre, il faut être beaucoup plus souple sur le câble. Et donc là, on arrive avec plutôt de la médiation transformatrice, où on part des gens, on part de là où ils en sont. Et on n'essaye pas de proposer une méthode parce qu'elle ne serait pas adaptée. Il y aurait tout de suite des gens qui diraient non, j'en veux pas. Donc, on essaie de prendre le plus simple jusqu'au moins tangible où on s'adapte. Ok, donc en fait, c'est le cœur de la médiation agile, c'est l'adaptation en fonction de la complexité du contexte. Voilà, c'est le cœur dans des sociétés agiles parce que on est passé d'un monde où on avait des entreprises très hiérarchiques qui fonctionnaient bien à ce qu'on appelle plus des clusters, des sociétés agiles qui sont capables de s'adapter, vont prendre des décisions à la base, etc. C'est le monde des entreprises agiles un petit peu qui fait ça. Il n'y a pas que la médiation, c'est un petit peu dans ce contexte-là. L'autre point que je voudrais préciser, c'est que la médiation agile, ce n'est pas un truc inventé que je connais et que je parachute sur des gens. La médiation agile, c'est quelque chose, je dirais plus que c'est une démarche d'intelligence collective où les médiateurs qui, eux, ont osé de temps en temps franchir les limites strictes des manières de faire, ont inventé quelque chose et ça a marché. Et c'est le partage d'expérience qui va nous aider et le partage d'expérience aussi avec d'autres cultures. J'organise tous les mois les palabres de la médiation agile. Depuis 4 ans, on partage nos expériences, en l'occurrence beaucoup avec des médiateurs africains, depuis peu des Canadiens, mais surtout les Africains. C'est une autre approche. Et donc, on essaye de s'enrichir mutuellement. Est-ce que tu pourrais donner un exemple? Parce que ce que j'ai l'impression de percevoir aussi, c'est que le niveau de complexité nécessite une adaptation de la posture, de sortir un peu du cadre et d'aller chercher, tout en étant à l'écoute des médias, des besoins et du contexte, ce qui peut être aidant et dans la co-construction. Je vais donner un exemple vécu ce matin. Donc, une collègue médiatrice des entreprises m'a contacté il y a quelques jours en disant, voilà, une entreprise m'a demandé d'aller récupérer des créances dans un pays d'Afrique sahélienne, donc là en ce moment où ça chauffe beaucoup, avec les Français sont mal vus, etc., une créance d'une centaine de milliers d'euros, et dit là, je ne sais pas faire, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Donc, j'ai eu une conversation ce matin avec le chef d'entreprise, et je lui ai proposé 4 voies. La première voie, c'est celle classique, c'est l'OHADA, puisqu'on est dans une zone OHADA, donc il y a une justice, il y a aussi un acte uniforme de la médiation, c'est une piste, je ne sais pas si elle peut marcher, en tout cas, c'en est une. La deuxième, c'est la technique que moi j'utilise, que j'ai utilisée pour me faire toujours payer en Afrique, des ronds dans l'eau. Quand j'ai quelqu'un qui ne veut pas me payer, je veux pas, enfin, si une fois je suis allé chercher j'avais un contrat avec la Banque mondiale et c'était marqué qu'en cas de conflit, on pouvait, la partie lésée pouvait proposer 3 arbitres. Comme c'était un ministre, je lui ai proposé ces 3 opposants politiques. Il a dit non, il m'a payé. Et puis, la troisième, donc cette voie-là, un peu particulière, mais la technique que j'utilise le plus souvent, c'est celle des ronds dans l'eau. Quand j'ai des gens puissants en Afrique, un ministère ou même la présidence de la République d'un État qui ne veut pas me payer pour un travail, du moins qui ne veut pas me payer le solde, je n'ai pas beaucoup de pouvoir. Mais j'ai un pouvoir qui consiste à demander gentiment et à mettre de plus en plus de gens en copie. Quand la personne, le directeur ou le responsable d'un département à la présidence voit qu'il y a de plus en plus de monde et qu'il est critiqué dans ces zones-là, il se dit, bon, moi, je m'en fiche de perdre un petit peu d'argent de ma société, mais moi, je tiens à ma réputation et les gens payent. Donc ça, c'est une technique que j'ai des ronds dans l'eau. Je vais essayer de l'utiliser dans ce cas-là. Et puis la dernière, et je pense que c'est celle qui... Là, Alain, on est d'accord, tu n'es pas médiateur. Tu es négociateur.
Effectivement, j'avoue que je ne suis pas encore si sûr que ça des mots. Effectivement, pour moi, la médiation, elle commence pas quand les deux parties sont d'accord, ont signé le contrat et sont autour de la table. Elle commence Ah, quand il y a un conflit et quelqu'un veut nous dire, j'aimerais que ce conflit soit, j'aimerais trouver une issue concertée à ce conflit. Donc, effectivement, quand j'emploie le mot de médiateur, moi, c'est quand même dans un sens large qui peut être effectivement négociateur. Je n'avais pas aussi conceptualisé, mais c'est vrai, ça peut être facilitateur, ça peut être thérapeute. Il y a plein de. Et la dernière, donc, c'est l'Alliance à plaisanterie. Donc, ils ont essayé d'envoyer quelqu'un pour négocier, mais lui, il ne veut pas risquer à la limite sa vie en allant récupérer de l'argent à quelqu'un de son ethnie pour un Français. Ça, il y perdrait beaucoup. Mais il y a cette méthode de médiation qui est inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité, qui est l'Alliance à plaisanterie. Si c'est quelqu'un d'une ethnie qui est alliée historiquement à celle-là, elle va pouvoir lui dire, alors que le médiateur qu'ils ont trouvé ne va pas pouvoir, parce que c'est les règles coutumières. Donc voilà 4 exemples pour essayer de faire avancer cette médiation, qui va peut-être aboutir à une médiation, parce que derrière, il y aura peut-être ça, mais il y a tout l'amont que je considère comme de la prémédiation et qui rentre dans mon approche. C'est vrai qu'il y a des situations aussi où, c'est peut-être la raison de l'absence vraiment de développement de la médiation, notamment en France, c'est que les gens ont du mal à se mettre autour d'une table, soit pour pouvoir discuter, soit parce qu'ils sont trop enquistés dans le conflit et ils voient l'autre comme étant incapable de discuter sur ces sujets-là, soit au contraire, l'ego prenant le dessus, pense que de toute façon, on arrivera bien à s'entendre et on va bien arriver, ou voire même il n'y a pas de conflit, on est dans le déni. Ben oui. Il y a toute une préparation en amont que le médiateur, en France en tout cas, ne s'autorise pas à faire. La seule chose qu'il peut faire, c'est écouter. La seule chose qu'il fait, c'est donner de l'information sur le process de médiation. Ce qui est la différence avec l'avocat, par exemple, l'avocat qui peut être prescripteur de médiation, fait tout un travail de préparation, comme tu l'as exposé. Moi, j'entends tout ce qui est concept de négociation et négociation raisonnée ou réaliste, où on essaye de retrouver du pouvoir dans l'échange et dans la négociation à venir. Mais comme tu l'évoques très bien, des fois, il y a des croyances, il y a des coutumes qui sont bloquants, qui font que il faut trouver d'autres alternatives pour pouvoir résoudre la situation conflictuelle ou litigieuse. Et en Afrique, il y a beaucoup de coutumes et beaucoup d'usages. Et la notion d'image et de réputation est extrêmement, extrêmement prégnante. Donc, il y a tout un aspect culturel où tu joues là-dessus, en fait, pour pouvoir, mais il faut avoir des connaissances importantes sur la culture, en fait, pour pouvoir interagir correctement. Ça, c'est pour l'Afrique. Personnellement, je suis aussi beaucoup inspiré par les États-Unis, notamment le processeur, où en ce moment, c'est l'actualité. On a travaillé sur la négociation dans le cadre du terrorisme, la médiation dans le cadre du terrorisme. Donc, bien sûr, on va condamner le terrorisme, mais il faut aussi comprendre pourquoi. Et donc, ça veut dire qu'il y a forcément eu une situation, en général, il y a une situation totalitaire qui fait que la voix des minorités est complètement bloquée et qui ne trouve plus que la violence pour s'exprimer. Et donc, tous les outils que j'ai pu apprendre, c'est des outils sur le racisme, qui ont été appliqués sur le racisme, sur le terrorisme à un moment donné. Disons, les outils de médiation peuvent permettre de travailler là-dessus. Moi, les gens qui m'ont formé, ils ont travaillé avec l'ETA, ils ont travaillé avec l'IRA en Irlande, ils ont travaillé en Russie au moment de l'éclatement pour pouvoir retrouver un dialogue entre la Russie et le KGB d'un côté et les pays d'Afrique caucasienne. Donc, il y a des moments où on est obligé
de sortir de ces cadres pour pouvoir toucher des sujets aussi vastes que le terrorisme. Et ça, c'est aux États-Unis. Dans d'autres cas, si je prends l'exemple du clean language, il y a des choses très, très intimes qui arrivent en médiation, en tout cas qu'on peut percevoir, nous, en tant que médiateurs, et qui ne peuvent pas sortir sur la table parce que c'est trop intime. Et là, il y a d'autres techniques, là, pour le coup, qui viennent plus d'Océanie, sur, par exemple, du clean language, où on peut, d'une manière extrêmement respectueuse et délicate, permettre aux gens de s'exprimer sur des sujets sur lesquels les mots classiques seraient beaucoup trop durs et absolument impossibles avec les méthodes européennes. Ça fait 2 fois que tu évoques ces 2 outils-là. Est-ce que tu peux en dire plus, le ProcessWorks et le Clean Language, s'il te plaît? Le ProcessWorks, c'est quelque chose qui a été inventé par Mindel. Il y a des écoles dans plein de pays du monde, mais c'est quelque chose qui dit que il vaut mieux travailler le conflit que d'aller vers la guerre. En gros, c'est un peu ça. Donc, le conflit est source d'énergie, source d'opportunité. Et dans le conflit, on a quelque chose les deux parties ont quelque chose à apprendre. On part du principe on part du travail, comment faire en sorte quelle que soit la partie, de bénéficier de l'énergie du conflit comme source de progrès. Le Clean Language, c'est une méthode qui a été inventée aussi par un Anglais qui avait épousé une femme maori. Et c'est une discussion entre les cultures où on sort du domaine intellectuel et des mots pour travailler en grande partie dans le monde de la métaphore. Et là, c'est beaucoup plus léger. Voilà, enfin, c'est 2 outils parmi d'autres. Actuellement, celui sur lequel je me forme, c'est l'IFS, Internal Family System, qui consiste à travailler sur de la médiation entre 2 parties de soi-même. Donc, on est beaucoup plus proche, ils appellent ça thérapie, mais n'empêche que pour moi, une de mes maîtres à penser, c'est Etty Elisum, cette jeune, elle était hollandaise, qui n'était pas juive et qui était envoyée en camp de concentration et qui disait, un peu avant sa mort, un peu avant de partir, je ne crois pas qu'on puisse changer quoi que ce soit dans le monde si on ne l'a pas d'abord changé en soi. Et ça veut dire qu'il y a tout un travail, et ça vous le savez, qui consiste, quand il y a un conflit, à commencer à travailler soi-même sur les 2 parties. Est-ce qu'on est vraiment, quand on fait de la médiation pénale, est-ce qu'on est vraiment neutre par rapport au criminel et à la victime? Est-ce qu'on intègre ces 2 parties de nous, la partie victime en nous et la partie criminelle en nous? Est-ce qu'on fait la paix est-ce qu'on permet à ces 2 parties de faire la paix? Si on le fait, on a des chances de réussir la médiation, sinon c'est pas sûr. Oui, ça pose. En t'entendant, je vois tous les enjeux qu'il peut y avoir aujourd'hui et tous ces questionnements que l'on a sur le traitement de la violence intrafamiliale, par exemple, avec des sujets ou des situations familiales plutôt où on a du mal à pouvoir prouver la notion de violence, tout ce qui est contrôle coercitif aujourd'hui, violence psychologique, et puis la violence pour soi n'est peut-être pas le même ressenti que la violence pour l'autre. Donc ce sont des situations extrêmement compliquées à appréhender et où là, particulièrement, le droit n'est absolument pas aidant et la justice encore moins, puisque tu as des plaintes qui ont du mal à être orientées vers une sanction. Et ça, c'est l'objet quand même, la sanction de la justice, en tout cas. C'est qu'il y a une norme qui a été bafouée et que la personne doit être sanctionnée par rapport à cette norme. Alors que la violence, surtout intrafamiliale, elle est pour le coup très, très complexe. Elle peut être intergénérationnelle, elle peut être systémique. Et je me dis que ces outils-là peuvent aussi être aidants, d'autant qu'on parle beaucoup de justice restaurative, de médiation autour de sujets extrêmement durs. Et le process work ou ce dont tu parles peut être des outils très, très, très aidants pour appréhender ces situations extrêmement complexes et arriver à ce que tu expliques. L'enjeu quand même est la transformation des relations,
l'apaisement des personnes, quelles qu'elles soient, que ce soit qu'on était violenté ou violent, pour pas reproduire. Enfin, c'est quand même l'enjeu qui est derrière, en tout cas j'espère, parce que sinon, si c'est Bah, pour engorger les tribunaux, ça sert à rien. en processoire qu'on s'autorise à prendre des rôles différents, et là je vais prendre le rôle du défenseur du droit. C'est pas mon d'habitude, mais pour dire que on a fait nos dernières palabres de la médiation agile sur la médiation en cas de violence faite aux femmes. Et on a eu Anne-Catrice Dimitroulias qui nous a rappelé donc l'ensemble du droit dans ce domaine où normalement la médiation est interdite en cas de violence faite aux femmes. Et quand on a un peu approfondi la question, on a vu que ce n'est pas forcément la même échelle de temps. Parce qu'au moment où il y a violence, effectivement, le droit, la justice, la police viennent protéger la victime et c'est heureux. Mais une fois qu'on a fait ça, il y a les enfants qui vont se retrouver coincés entre les deux. Et l'échelle de temps de la médiation, il y en a un qui nous disait, mais nous, ça nous prend 3, 4, 5 ans pour finir d'apaiser la relation dans la famille. Donc pour moi, il ne s'exclut pas. Et c'est comme ça que j'ai été le défenseur du droit dans cette émission. C'est assez rare chez moi. Enfin, même si le droit, quand j'étais ingénieur, le droit, j'ai vu mes collègues avocats et juristes résoudre des problèmes là où les ingénieurs, on n'y arrivait pas. Et donc, j'ai un grand respect pour le droit. Là, je te rejoins, il y a un moment, en fait. Mais là, le grand questionnement que j'ai là actuellement, et que je te partage, c'est que la manière dont la justice va interagir et intervenir va faire toute la différence sur la capacité de ces personnes-là à pouvoir, par la suite, être aidées à la restauration de leur relation. Surtout quand il y a des enfants, en fait. Ouais. Parce que tu as comme il n'y a pas beaucoup de gris. C'est soit blanc, soit noir, en fait. C'est un peu l'impression que j'ai. C'est-à-dire que soit tu as la réponse qui est très forte et très violente, parce que c'est une réponse violente. Ça peut être la plainte, la garde à vue, l'orientation sur peut-être un tribunal correctionnel ou pas, ou une orientation en médiation pénale, enfin, en mesures alternatives. On a beaucoup de mesures alternatives en composition pénale, ce genre de choses, mais ça va. Il y a comme une demi-mesure. Tu rajoutes ça, la question de l'ordonnance de protection avec l'expulsion, la coupure du lien avec l'enfant ou pas. Souvent, il est maintenu, il n'est pas coupé. Plus les formes de violence qui se reportent et se manifestent autour de l'enfant, comme une reprise de pouvoir et de renarcissisation autour de l'enfant. Dans je suis, j'existe, je ne suis pas cet homme violent ou cette femme violente, d'ailleurs, parce qu'il y a homme comme femme. Ouais, la difficulté, c'est ça. C'est l'intervention mesurée. Et j'ai cette impression d'un blanc ou d'un noir. Mais il y a une question quand même du moment. Et la suite va dépendre de ce moment-là et de cette intervention-là. En tout cas, c'est ce que je perçois dans ma pratique professionnelle. Et quand on parle de médiation, notamment dans ces médiations dans des situations complexes, et la violence intrafamiliale est une situation ultra complexe, je reste encore beaucoup en questionnement sur ce qui peut être aidant entre le droit, les mesures alternatives, des mesures d'accompagnement comme la coordination parentale, le coaching coparental, même des expertises médico-psychologiques, tu vois, d'aller chercher et comprendre quels sont comment fonctionne le système, est-ce qu'il y a des éléments psychiatriques qui peuvent expliquer et permettre au juge d'être éclairé sur la situation familiale et de prendre des décisions. Tu vois, tout ça, et je me pose cette question-là sur qu'est-ce qui peut être aidant, en fait.
C'était un peu long, mais c'est encore un peu Non, plus mais long. c'est un domaine que je connais peu, je te remercie. Je dirais deux choses. La première, c'est que dans les situations complexes, ce que j'ai vu marcher, c'est la coopération entre les acteurs des différents métiers, entre les services sociaux, les magistrats, etc., etc. C'est la première idée. La deuxième, au niveau des magistrats, moi, c'est un monde que je connaissais peu, mais pour moi, je dois beaucoup à Béatrice Born-Brenner, qui était magistrate à Grenoble, qui a fondé le GEM. Et c'est vraiment elle qui m'a mis le pied à l'étrier de la médiation. Et donc, je garde un profond respect pour les magistrats. Super. On est à 30 minutes, du coup, est-ce qu'on continue à palabrer? On pourrait palabrer encore pendant longtemps sur la médiation agile. Peut-être que, alors j'ai vu, tu as fait une réédition, je crois, de ton livre sur la médiation agile, ou c'est une... Oui, c'est ça? c'était Catherine Guy de Média et Médiation, avec qui on travaille la main dans la main depuis 3-4 mois. Donc, on a fait une première édition qui est maintenant épuisée. Donc, on a fait une deuxième un peu augmentée, justement avec des outils comme l'IFS que je ne connaissais pas il y a 6 mois et que je trouve extrêmement puissant. Donc, on a complété. Et par exemple, et puis je découvre sans arrêt chaque mois des médiateurs qui ont des idées, qui ont expérimenté, qui ont développé des méthodes. Et tout ça, je me dis, mais tout ça, ça vient enrichir cette, cette capacité à pouvoir, en tant que médiateur, intervenir dans des situations difficiles. Et la médiation agile, c'est tout ça, c'est pas seulement... Voilà. En tout cas, donc, mon livre vient de ressortir. La médiation agile chez Média Médiation vient de ressortir en deuxième édition. L'autre chose pour reprendre la question sur la formation, Process Work, Cooking Language et la médiation agile, donc je suis en train de mettre en place à la demande de plusieurs personnes des formations donc, qui auront lieu la première à Toulouse, mais il y en aura à Paris, à Bordeaux, pardon, la première à Strasbourg. Donc, je sens qu'il y a un besoin de Oui, répondre et j'allais puis te on va essayer de trouver. demander si on était très friand de tous ces outils et qu'on voulait se former, où est-ce qu'on pouvait aller. Donc. Pour le Process Work, par exemple, si je prends cet exemple, on fait tous les mois des séances découvertes à Paris au Forum 104. Il y en a une le 12 octobre que je co-anime avec Pierre Voirin. Il y a des formations aussi au Process Work. Il y en aura une le 24-25 octobre à Paris. Donc, il y a effectivement, en clean language, il y en a également. Et puis, la médiation agile, il n'y avait rien. On essaye de démarrer. Ok, eh ben super, donc je pense qu'on se retrouvera alors. Faut que je vienne étoffer aussi mes outils. Merci beaucoup Alain Ducasse pour ce moment ensemble autour de la médiation agile et je te dis à très bientôt alors. Merci, j'ai plaisir à te connaître et j'espère avoir la chance de te revoir bientôt. Au revoir. Au revoir aussi aux auditeurs.